il s'est cassé le cul à créer une équipe pour développer sa propre pellicule IMAX en noir et blanc. Je veux dire, on en est quand même là. Donc quel est le souci avec ce mec? Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'Oppenheimer. Mais avant cela, j'aimerais parler de quelque chose qui me casse un petit peu les burnes, qui concerne une poignée de cinéphiles. Pour une fois que ce n'est pas le grand public qui me gave, je parle bien sûr des haters de Nolan. Sachant que moi-même, je ne suis pas non plus un gros fanboy, je reconnais volontiers les défauts du gars, que ce soit en tant que réalisateur et surtout scénariste, malgré quelques-uns de ses concepts qui sont assez dingues. Donc voilà, je vais vraiment parler de ces haters. Je ne comprends pas en fait cette espèce d'animosité, cette espèce de, comment dire ça, d'avalanche, vraiment de négativité sur ce mec, sachant que nous sommes quand même dans une ère où les blockbusters depuis plus d'une quinzaine d'années se ressemblent, appliquent souvent les mêmes cahiers des charges. Vous savez que c'est quelque chose qui me gave, ce gros problème de ce nouvel entertainment. Mais alors pourquoi critiquer un mec comme lui qui se casse le cul, qui est peut-être ouais, un petit peu prétentieux, mais qui ose des choses, qui fait partie de ces, je dirais, rares réalisateurs maintenant à vraiment défendre le cinéma sur pellicule, qui tente de faire le moins de CGI possible, parce que ça ne date pas d'Oppenheimer. Si vous connaissez bien sûr le réalisateur, vous savez, j'essaie de comprendre mais j'arrive pas en fait, je trouve pas vraiment la réponse. C'est quoi? C'est un ensemble de choses, c'est juste le fait que, je sais pas moi, ces personnes-là sont fans de réalisateurs qui sont beaucoup moins encensés, mais ça au cas où c'est normal, puisque le gars est apprécié d'une partie des cinéphiles, mais en même temps d'une partie du grand public, puisqu'il tourne dans des blockbusters. Parce que si c'est ça, les gars, vraiment, faut se poser des questions. Moi, par exemple, je suis fan de Nicolas Winding Refn. Alors, je pense, même parmi la communauté cinéphile, on est vraiment un cercle fermé, ses admirateurs à Refn, et on ne va pas gueuler pour autant. Enfin, peut-être que ce n'est pas ça, mais j'essaie vraiment de trouver une réponse en fait. Et encore une fois, je ne parle pas des personnes qui critiquent objectivement. Non, non, vraiment cette petite poignée de haters. Quel est le problème? Surtout que le gars tente d'innover certaines choses au fil de ses films. Il suit son propre mood, et c'est très bien comme ça. Surtout que c'est un mood, on va dire, artistique. Je pense par exemple à l'utilisation du noir et blanc dans Oppenheimer. Il a très bien pu se contenter de filmer justement son format en IMAX et ensuite faire le noir et blanc à la post-production, donc au montage si vous préférez, et non, il s'est cassé le cul à créer une équipe pour développer sa propre pellicule IMAX en noir et blanc. Je veux dire, on en est quand même là, donc quel est le souci avec ce mec? Vraiment, je ne comprends pas. Enfin bref, je vais éviter de me répéter, mais voilà, je souhaitais en parler parce que pour moi c'est vraiment un problème. Enfin voilà, maintenant je vais revenir au point principal de la vidéo, qui est donc la critique, même si je vous avoue aussi que j'ai de plus en plus de mal à tourner et à monter des critiques, parce que oui, une critique c'est subjectif, mais c'est ça le problème. Vu que là, de plus en plus sur YouTube, chacun y va de son propre avis, c'est normal bien sûr quand on monte une chaîne, mais je sais pas, j'ai l'impression que je trouve ça au fil du temps de plus en plus prétentieux, même si bien sûr c'est fait justement comme pour cette chaîne, pour les prismes. Les prismes similaires, bien sûr, c'est con ce que je dis, mais moi je sais pas, je me pose vraiment la question, je me demande si je vais continuer les critiques au fur et à mesure, parce que je suis plus à l'aise sur les vidéos réactions, parce que là au moins, non seulement tu ne perds pas une miette, tu n'es pas obligé de prendre des notes, tu vis vraiment l'instant avec moi. Quand je mate quelque chose, cinéma, audiovisuel ou autre, c'est aussi bien pour analyser, mais aussi pour savourer, pour être dedans, pour oublier ma vie, et être vraiment avec les personnages et le monde proposé. Idem aussi pour des vidéos comme les archives secrètes sur Batman 89, je pense en faire de plus en plus, comme je vous l'ai dit. À voir, hein, je pense qu'on va peut-être arrêter les critiques sur cette chaîne d'ici la fin de l'année, je verrai. Bref, en tout cas pour les personnes qui sont encore là, nous allons aborder cette fameuse critique. Alors pour commencer, je dois dire que moi ce film, j'avais quand même, je dirais pas quelques craintes, mais plusieurs attentes. Non seulement au niveau de la direction d'acteur, mais également au niveau du scénario, puisque là c'est Nolan qui l'a écrit
comme un grand, de A à Z. Je rappelle bien évidemment que c'est une adaptation, en tout cas le plus gros, d'une biographie de 2005, écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin. Mais bon, ça vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu dans beaucoup d'autres critiques. C'est pour ça, encore une fois, que là aussi j'ai du mal avec les critiques, parce qu'on entend toujours les mêmes choses. Là, je pense, à part, allez, je dirais un tiers, les deux tiers, on va dire les mêmes choses sur ce film. C'est-à-dire que oui, c'est plus qu'un biopic, forcément. C'est un film politique, un film historique, très bien, qui aborde bien sûr une partie très importante de notre histoire, sûrement l'événement même le plus important, l'événement majeur, les plus dangereux, entre guillemets, du XXe siècle. Mais là, pour en revenir à Nolan, écriture, mes gars, tu as fait des progrès en écriture, c'est très bien. Idem en mise en scène, moi ce que je salue, c'est surtout donc l'écriture, le montage et la composition musicale de Ludwig Göransson. Hans Zimmer, hein, j'apprécie, hein, c'est un de mes compositeurs préférés, mais je trouve que ces derniers temps, il a perdu de sa superbe. Après, c'est normal, hein, ça fait comme ça pour beaucoup de réalisateurs. Hein. Avec l'âge, surtout quand, comme Hans Zimmer a enchaîné beaucoup, bah, ça se ressent au bout d'un moment. Non, tu ne fournis plus grand chose de viable. Enfin, en tout cas, je trouve. Et pourtant, c'est un gros fan de Hans Zimmer qui parle là vraiment. Mais voilà, Göransson, ce mec-là, je me plaignais qu'il n'avait pas rempilé pour la compo musicale de The Mandalorian saison 3, mais bon, quand on voit que c'était surtout pour Oppenheimer, tant mieux. Une de ses meilleures compos, j'allais dire sa meilleure compo, mais une de ses meilleures, mais en tout cas la plus riche et la plus travaillée. Le gars, t'as l'impression qu'il nous a fait limite 3-4 BO en une seule. Son taf, c'est un boulot monstre. Je ne sais pas d'ailleurs si d'autres vont vraiment en parler dans les autres critiques, mais moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Enfin, plutôt aux oreilles. Ça te sert un propos justement qui n'est pas conventionnel, ce n'est pas un film, un biopic ou une réa style nolanienne, parfois un peu trop conventionnelle. Désolé pour ce mot que je dis 10 000 fois, mais ça fait plaisir, vraiment. Et le montage, mais alors là, chapeau bas pour le montage. Je parlais bien sûr des performances d'acteurs. Est-ce qu'il y a besoin de dire? C'est bien sûr une évidence de dire là aussi que Cillian Murphy, Emily Blunt sont vraiment excellents, même si moi je retiens un acteur et une actrice. Je dois être le seul par contre là. Florence Pugh, excellente pour le peu que tu la vois. Et surtout Benny Safdie, alors lui qui est aussi monstrueux en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur avec son frère. Si vous ne connaissez pas les frères Safdie, je vous le conseille. Mais là par contre voilà, ça y est, là ça me confirme que je le préfère en tant qu'acteur. Il nous livre, je trouve, une performance magistrale, vraiment habitée donc d'Edward Teller qui est l'inventeur de la bombe à hydrogène. Et pour Florence Pugh, oh là là, beaucoup vont parler de Emily Blunt, je comprends. Surtout qu'Emily Blunt, non je vais revenir après, on va rester sur Florence Pugh. Elle, vraiment, on doit la voir quoi? C'est un mini spoil, et vous vous en doutez. Allez, tu la vois 6 minutes au total. Et pourtant, elle te crève l'écran. C'est un truc de dingue. Vraiment, encore une fois, cette actrice, elle ira loin, ça c'est certain. Là, je trouve, hein, parfois je trouve Nolan, il a du mal aussi bien en écriture, que ce soit avec David Goyer ou avec son frère, je trouve qu'il y a du mal. Bah, c'est un petit peu le problème de Michael Mann. Je trouve qu'ils ont cette similarité-là, même s'ils sont très bons, même si Michael Mann, pour moi, est encore plus au-dessus. Mais leur souci, à tous les deux, c'est aussi bien l'écriture que la direction d'actrice. En général, le rôle féminin chez ces deux réas, pas bien dingue, pas bien exploité, parfois à la limite du cliché, je dirais pas de la potiche, j'irais pas jusque là, mais voilà. Mais là, putain, là, de toutes les actrices, franchement, à part, je pense quand même à Rebecca Hall dans Le Prestige, Florence Pugh, c'est vraiment l'actrice que je retiens de toute sa filmo à lui. Je peux aussi aborder Robert Downey Jr. Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont kiffer. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cet acteur-là. Mais par contre, dès ses premières minutes, même au niveau du langage corporel, de la gestuelle, là, il a fait un gros taf. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé que, je sais pas, il retombe un peu dans du Robert Downey Jr. sans être mauvais. Non, non, mais voilà, c'est le problème de pas mal d'acteurs. C'est pour ça que j'aime les acteurs à performance. Vraiment, je pense vraiment à Christian Bale. Et non, Christian Bale, hein. Surtout le grand public pense direct à Batman. Non, non. C'est un de ses rôles les moins bons et les moins intéressants, que ce soit en termes d'écriture
ou de direction d'acteur. Il avait dit quelque temps après The Dark Knight Rises que si ça n'avait tenu qu'à lui, il aurait livré une autre performance, et je le comprends, mais comme il l'avait dit aussi, il était obligé de respecter bien sûr la vision de Christopher Nolan. Un comédien, forcément, c'est fait pour ça. Enfin bref, pour en revenir à Robert Downey Jr., ouais, je pense qu'il va mettre beaucoup de personnes sur le cul, mais moi, non, je pense à d'autres acteurs aussi, dont je tairai les noms, parce que là aussi, ce qui est bien, comme pour Interstellar, vous vous souvenez, Matt Damon, on ne savait pas qu'il était dans le casting, et bing, putain, grosse surprise, tu le découvrais comme ça, et bien là, tu as une quinzaine d'acteurs qui sont vraiment phénoménaux, dont nous n'étions pas au courant. Je pourrais en parler, je pense qu'il y en a qui en parlent dans certaines critiques, mais non, faut le découvrir vraiment, à chaque fois c'est surprise sur surprise. Parfois même ça dure juste 40 secondes, 1 minute, un de ces acteurs-là, c'est tout, mais je trouve ça excellent. Jusqu'à un acteur encore plus grand que tu découvres à la fin pour un certain rôle, là aussi vraiment bienvenu. Donc voilà, s'il y en a qui en parlent dans les critiques, c'est quand même de sacrés petits enculés parce qu'il faut découvrir justement ces petites surprises. Pour en revenir au cast, bien sûr, Cillian Murphy en tête, authenticité de jeu, bien sûr, il n'y a pas besoin de le dire, mais j'en aurais voulu un peu plus pourtant. Ultra intéressant, ce n'est pas manichéen, voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est dans les biopics, c'est que tu nous montres, tu suis quelqu'un, et tu n'enjolives pas, ou alors tu ne montres pas que ses bons côtés. Je trouve ça pourri ce genre de biopic. Non, j'aime les biopics un peu comme Walk the Line, Ray, ou même notre biopic français Clo-Clo, qui est vraiment excellent et que je vous conseille si vous n'avez jamais vu. Et donc là, c'est le cas pour J. Robert Oppenheimer avec Cillian Murphy qui l'incarne, mais il nous fait une de ses meilleures prestations. Et donc voilà où je voulais en venir aussi. Désolé si c'est un peu décousu, c'est parce que je sors de la séance. Et où je voulais en venir, c'est que j'aurais voulu en voir plus, mais en même temps, puisque ce n'est pas qu'un biopic, non, c'est comme j'ai dit, un film historique, un film aussi scientifique. Tu as aussi un drame, tu peux pas tout faire en 3 heures, forcément, il faut faire des choix, mais ce qui est intéressant, c'est toutes les relations qui passent par Oppenheimer et tous ces personnages, c'était vraiment très intéressant, mais je pense à ça. Ce qui est très bien, là je trouve où Nolan a retiré un peu le balai qu'il avait de son cul, c'est que je ressentais un peu, même au niveau du montage d'ailleurs, c'est pas mal similaire, entre fission et fusion. Je n'en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film, mais en gros c'est la partie noir et blanc et la partie couleur. Même là, tout ce montage et cette écriture encore une fois, putain, mec, c'est très bien, parce que tu ne fais pas quelque chose de ultra académique ou un peu trop conventionnel nolanien comme je l'appelle. Non, là c'est limite parfois, je dirais, subversif, ou même aussi tu rentres dans la psyché, vraiment. Comme il l'a dit, il l'a écrit à la première personne. Là, tu es vraiment dans la tête d'Oppenheimer. Mais justement, vu que tu nous montres, on va dire, des petites friandises, vu que tu nous hype de temps à autre, ça nous prend vraiment aux tripes, par moment, avec ce montage et cette mise en scène assez folle et surtout maîtrisée. Le Nolan, il évolue, mais on va en reparler après. Mais j'aurais voulu en voir plus encore de ça. Je ne vais pas vous expliquer en détail le pourquoi, de comment. Ça, faut vraiment que vous le découvriez vous-même, parce que moi, venant de Nolan, putain, je me disais, ah ouais, ça fait bien longtemps, c'est ça que je veux, sans parler de son côté R-rated, qui là, oui, est bien justifié, ça aussi, j'ai adoré. Nudité, sueur, je vais juste dire ça. Et allez, viscéralité, un petit peu, même si ça aussi, on aurait voulu l'explorer encore un peu plus. Quelques minutes en plus sur ces 3 heures, ça aurait fait du bien, ça aurait été bienvenu. En tout cas, c'est mon prix. Peut-être qu'il y en a qui ça ne dérange pas, qu'il n'y en ait pas plus, même qu'il y en a que ça a dérangé, ces petits partis pris R-rated, mais non, au bout d'un moment, un biopic, faut tout montrer, faut arrêter que tout soit lisse ou linéaire. C'est pour ça encore une fois que j'apprécie cette écriture-là de Nolan. Là, il a évolué donc, il a fait des progrès. J'ai l'impression que c'est un peu comme Nicolas Winding Refn, qui n'avait pas besoin de faire des progrès, mais qui lui, on va dire, a passé un certain cap artistique à partir de Drive, même si c'est son film le plus commercial, mais je pense surtout à partir de Only God Forgives. Là, il avait trouvé sa nouvelle voie, je trouve. Et donc là, Nolan, pareil. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, j'espère. Mec, ne t'aventure plus dans certains de tes délires, sauf si cette fois c'est bien écrit, mais prends le temps et propose-nous vraiment encore une fois une parfaite maîtrise de réalisation
comme celle-là. Ce qui est appréciable aussi, c'est le boulot de son directeur photo, Hoyt van Hoytema, qui est justement son chef-op depuis Dunkerque, enfin non, depuis Interstellar, pardon. Tu reconnais vraiment la patte nolanienne grâce à la photographie d'Hoytema. Idem aussi pour sa directrice artistique, ils ont dû faire un ou deux films seulement ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Rose de Jong, donc, alors qui elle aussi t'a recréé Los Alamos de A à Z, il n'a pas choisi la facilité. Il aurait très bien pu tourner dans un studio, ça aurait été plus facile, aussi bien financièrement, même au niveau de la gestion, où je pense à la logistique. Non, non, il s'est cassé le cul à vraiment construire ça dans les moindres détails au Nouveau-Mexique. Je pense aussi à l'université de Princeton. Il y a quelques scènes, surtout avec Einstein, pas beaucoup. Et pourtant, il a souhaité vraiment s'assurer encore une fois son trip d'authenticité. Non, il fallait qu'il tourne à Princeton. Je pense aussi au format IMAX qu'il a instauré depuis The Dark Knight. Ça, c'est une prouesse, même si bien sûr, il y a très peu de cinéma en France et aussi aux États-Unis. En France, il devait y avoir quoi, peut-être une dizaine de salles. Aux États-Unis, peut-être une cinquantaine, mais quand même, moi je sais que j'ai économisé 2 ans pour m'acheter justement une télévision 4K 185 cm, c'est pour apprécier ce genre d'immersion. Voilà, en plus la bobine IMAX d'Oppenheimer, elle pèse près de 300 kg et mesure 18 km. On applaudit le gars, rien que pour ça, même si on n'aime pas ses films ou sa patte. Donc construction vraiment efficace, ce nouveau Nolan, c'est comme ça que je l'appelle, en tout cas j'espère que ce sera ça, ce nouveau Nolan. Il y a vraiment ce côté, je dirais pas authentique, mais artistique. Vous comprendrez, j'en suis sûr, quand vous verrez le film. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter. Je dis pas ça pour en avoir, vous savez très bien, vous me connaissez. Moi, depuis 1 an et demi d'existence, j'ai demandé 3-4 fois à avoir des likes, à avoir des abonnements. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas et que je tolère pas vraiment, même si je comprends, hein, pour mes autres confrères et consoeurs vidéastes de demander ça, parce que c'est vrai qu'apparemment dans l'inconscient ça se crée, c'est comme ça, mais moi je m'en fous, vous savez. Moi je demande pas à avoir le plus d'abonnés possible. Si vous me suivez, vous avez bien vu ce que j'ai posté dans l'onglet communauté. Donc je reviens, désolé à ce que je disais précédemment. La dernière heure, jusqu'à la fin, très intéressante. Il n'y a qu'un coup. Pendant 20 minutes, non, 15 minutes, où là je me dis, putain Nolan, tu retombes dans tes travers là, tu as encore perdu un petit peu de vue ton sujet, et au final, non, 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 il te surprend le mec. Il te surprend par sa narration, bref, son écriture, encore une fois. C'est incroyable. Le gars, vraiment, m'a surpris jusqu'à la fin. Par contre, je suis assez sceptique pour un point. Un film sans CGI, moi je pense, hein, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais pour moi, le sans CGI, c'est uniquement l'explosion, qui est d'ailleurs phénoménale, surtout quand tu sais que ce n'est pas du CGI, même s'il y en a qui vont s'attendre à plus, parce que oui, apparemment, il y en a beaucoup qui l'attendent, cette explosion, mais moi, je vais vous dire un truc, ce n'est vraiment pas du tout ce que j'attendais. Moi, ce que j'attendais, c'est voir un biopic, de voir une écriture non manichéenne sur Oppenheimer, que je ne connaissais pas trop, parce que je ne suis pas non plus un féru d'histoire. Mais donc, ouais, pour les CGI, si vraiment il a dit ça sur tout le film, soit c'est un beau petit menteur, et ça se pourrait aussi, hein. Et après tout, c'est comme ça aussi dans les promos, hein. Des fois, ce qui fait la légende d'un réalisateur et de son équipe, même si on l'a bien vu sur IMDb, il y a quand même des personnes qui ont bossé soi-disant sur des CGI, à voir après ce que c'est. S'il parlait vraiment du film dans son ensemble, juste de l'explosion, parce que si c'est le cas, il y a juste 2-3 plans, tu te dis, putain, si vraiment c'est pas des CGI, chapeau. On le verra sûrement, on en apprendra forcément dans les bonus quand ça sortira en Blu-ray. J'ai hâte d'ailleurs, vraiment hâte. J'espère qu'il y aura de quoi se mettre sous la dent, parce que lui parfois, oui, il aime bien dévoiler certaines choses. On voit, hein, par exemple, je pense, je sais pas, à The Dark Knight Rises, où tu voyais ce truc de ouf avec l'avion, où il avait utilisé le moins de CGI possible, même aussi à The Dark Knight, hein. Même si je n'apprécie pas ce film autant qu'une majorité, ce qu'il avait fait ne serait-ce qu'avec le camion, c'était quand même assez dingue, entre autres, et pas que ça, mais ça on en reparlera encore une fois dans la rétrospective qui sortira en septembre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Désolé, c'était vraiment décousu, comme je l'ai dit, si je me suis pas mal répété. Mais bon, là je sors de la séance et ça fait du bien, justement, ça fait du bien de se recevoir une claque comme ça, surtout venant d'un réa qui m'avait quelque peu déçu, surtout avec Tenet. Tenet, c'est vraiment le film que je n'ai pas pu. Pourtant, je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je redonne une deuxième chance, parce que un second visionnage, c'est toujours bienvenu. Or, sauf bien sûr, hein, pour ce qui est technique et au niveau de sa réa.
ça, il n'y avait rien à dire sur Tenet. Je parlais là bien sûr de son écriture. Donc voilà, ça fait du bien, même si là, il va y en avoir encore. Killers of the Flower Moon, entre autres. Là, en automne, je ne sais pas si vous avez vu 5 ou 6 films qui sortent, même aussi je pense à Poor Things. Alors il y en a peut-être beaucoup qui s'en battent les couilles, mais moi aussi c'est un film que j'attends beaucoup. Également le film de Gareth Edwards, entre autres réalisateur de Rogue One. Alors bien sûr intelligence artificielle vue et revue, surtout bien sûr indétrônable Terminator de Cameron. Pour moi c'est le 1, pour beaucoup c'est le 2. Non, le 2 je trouve un aspect un peu trop grand public commercial, j'adore la patte du 1. Donc bref, intelligence artificielle, on l'a vu, mais là ça tombe bizarrement très bien. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille de mater les 2 trailers de son prochain film. On en parlera, critique obligée sur la chaîne. Donc voilà, quant à nous, on va se retrouver pour la critique de Barbie. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, la critique devait sortir en premier, avant celle d'Oppenheimer, puisque dans mon petit cinéma de merde, la seule avant-première de disponible, ce n'était pas celle d'Oppenheimer, mais de Barbie. Même si, vous verrez, j'ai plutôt apprécié Barbie. Mis à part certaines petites choses qui m'ont cassé les couilles, d'ailleurs, vous pouvez voir la chaîne de ma consoeur Mademoiselle Dotée, vu que là, quand je suis sorti d'Oppenheimer, j'ai juste visionné 2 minutes de sa petite critique. Je suis tombé sur un truc totalement d'accord avec elle. Bien sûr, vous avez forcément vu des critiques d'autres plus grandes chaînes, mais voilà, encourageons aussi les petites chaînes comme elle, surtout qu'elle fournit de l'excellent taf. Donc voilà, prochaine fois qu'on se voit, d'ici 2-3 jours, critique de Barbie, et ensuite, je crois que ce sera justement les archives secrètes sur les Tortues Ninja, première partie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.